Mesdames, Messieurs, bonjour. La grande édition de cette semaine nous emmène d'abord en Chine, où la situation sanitaire devient absolument critique à l'approche du Nouvel An. Les cas de contamination à la Covid-19 se chiffrent désormais en millions par jour à travers le pays. Les crématoriums, comme on vous l'indiquait en début de semaine, sont submergés par l'arrivée massive de cadavres. Nos confrères d'Euronews nous en parlent dans les détails. La Chine, submergée par le Covid. À Shanghai, près de 3000 centres comme celui-ci ont été ouverts par les autorités pour consulter un médecin et obtenir des médicaments. La fin de la politique zéro Covid a fait exploser les cas dans le pays. La Chine a annoncé ce dimanche qu'elle ne publierait plus les chiffres quotidiens des cas et des décès. Les Chinois constataient un décalage flagrant entre d'un côté les contaminations et les décès d'une partie de leurs proches et de l'autre les chiffres officiels. Pékin avait récemment modifié la méthode de calcul de ces statistiques et estimé que seules les personnes décédées d'une insuffisance respiratoire l'étaient à cause du Covid. Résultat, seuls 6 morts avaient été comptabilisés depuis la levée des restrictions. Mais de nombreux crématoriums ont fait état d'un afflux inhabituel de corps à incinérer ces dernières semaines. Les autorités sanitaires du Zhejiang, par exemple, ont jugé que le nombre de nouveaux cas quotidiens dépassait la barre du million dans cette province qui compte 65 millions de personnes. En parallèle, la vaccination s'accélère dans le pays pour tenter de soulager les hôpitaux saturés. Comment la Noël a-t-elle été célébrée au Vatican et à Bethléem? Comme chaque année, la tradition a été respectée. Ce dimanche 25 décembre, le pape François a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi depuis le Saint-Siège au Vatican. À Bethléem également, en territoire palestinien, la messe de la Nativité s'est déroulée en présence du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Une messe de Noël tournée vers les plus fragiles. Dans la splendeur de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a présidé la messe de minuit avec plus de 7000 fidèles, dont des touristes et des pèlerins, qui ont pris place derrière les pontifes en robe blanche. Il s'agit de la première messe sans les restrictions liées au Covid-19. Pendant son discours, le pape François a notamment encouragé les fidèles à ne pas laisser ce Noël sans faire quelque chose de bon, en réprimandant le consumérisme et rappelé la condition pauvre du Christ. À Bethléem, en Cisjordanie, le tourisme est aussi revenu après 2 années de pandémie. Sapin de Noël, selfie à l'entrée de l'église de la Nativité et ballons colorés, la ville, considérée comme le lieu de naissance du Christ, a pris un air de fête. Le patriarche de Jérusalem, Pierre Battista Pizzaballa, a accueilli les fidèles à son arrivée dans la ville, avant de diriger la procession annuelle de la veille de Noël à l'église de la Nativité. Toujours dans l'actualité du 26 décembre en France, 48 heures après l'assassinat de 3 Kurdes dans un quartier de Paris, l'auteur du massacre s'est attablé. Selon la justice, il a avoué nourrir de la haine pour les étrangers depuis un cambriolage dont il a été victime 6 ans en arrière, en 2016. Reportage. Il dit avoir une haine pathologique des étrangers. Le retraité de 69 ans qui a tué 3 Kurdes vendredi à Paris a confié avoir agi par racisme lors de sa garde à vue qui a été levée samedi pour raison de santé. L'homme est depuis hospitalisé dans une infirmerie psychiatrique. Se décrivant comme dépressif et suicidaire, il a admis avoir toujours eu envie d'assassiner des migrants et des étrangers depuis un cambriolage dont il a été victime en 2016. D'après la procureure Laure Bécuot, le suspect s'était rendu à Saint-Denis, au nord de Paris, avant le drame, avec l'intention de cibler des étrangers, mais a finalement renoncé à cause de sa tenue vestimentaire, qui l'empêchait de recharger son arme facilement. Après un passage chez ses parents, l'homme s'est finalement rendu rue d'Enghien, peu avant midi, et a ciblé 6 personnes kurdes. Il explique s'en être pris à cette communauté car les Kurdes ont fait prisonnier des membres de Daesh au lieu de les tuer lors de leur combat au Moyen-Orient. La manifestation organisée samedi par les organisations kurdes a dégénéré dans la capitale française. On en vient aux informations développées le mardi 27 décembre. Le souverain pontife se rendra finalement en RDC le 31 janvier prochain pour une durée de 4 jours. C'est après un premier report survenu en juin dernier, lorsque le chef de l'Église catholique a évoqué un problème de genou. Changement notable dans l'itinéraire du pape François, l'étape de Goma sera évitée pour des raisons cruciales de sécurité. Regardez.
Le pape François est de nouveau attendu en RDC le 31 janvier prochain pour une durée de 4 jours. Un séjour qu'il avait annulé en juillet dernier pour des problèmes au genou mais avait maintenu dans le même temps son déplacement au Canada. Pour plusieurs, des problèmes pour sa sécurité, notamment à Goma, avaient forcé le pape à décliner ce tour. Cette fois-ci, des milliers de catholiques espèrent le voir. En choisissant le Congo comme lieu de sa visite, je pense qu'il porte tous les pays, spécialement l'Est, qu'il avait voulu bien visiter. Et en visitant Kinshasa, je pense qu'il porte tous les pays et il connaît toutes les détresses que subissent la population de l'Est. Et donc, le message qu'il nous apporte, c'est un message de paix et ce message qui nous réconforte. Nous sommes fiers qu'il visite notre pays. L'étape de Goma dans l'est du pays ne figure pas dans le programme du chef de l'Église catholique en RDC. Après Kinshasa, le souverain pontife se rendra à Juba du 3 au 5 février avec le chef spirituel de l'Église d'Angleterre. Direction le Gabon, suite aux appels pressants de ses partisans à briguer un troisième mandat, le chef de l'État sortant, Ali Bongo, devrait sans surprise se présenter au scrutin présidentiel d'août 2023. Retour sur son discours prononcé au terme du 12e congrès ordinaire de son parti, le PDG. C'était ce dimanche à Libreville, au Gabon. Le président Ali Bongo pourrait être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue au Gabon en 2023. C'est ce qu'on peut retenir de son allocution aux travaux du 12e congrès ordinaire du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, le 23 décembre 2022. En moins d'une quinzaine d'années, le Gabon s'est plus que transformé. Il s'est métamorphosé. Sur le plan économique, nous sommes passés du tout pétrole à une économie de transformation plus diversifiée. Je peux citer le bois, la pêche, l'agriculture, les mines, le tourisme, les services financiers. Ces succès, il faut les rappeler, mais loin de m'en contenter, car pour le Gabon, j'ai des ambitions encore plus grandes, des très hautes ambitions, les plus hautes ambitions, des très hautes ambitions. Les plus hautes ambitions. Pour sa candidature, le président de la République gabonaise dit répondre à la volonté du peuple gabonais, manifestée par les nombreux appels et motions de soutien à l'endroit de sa personne. Le président Ali Bongo met en avant également son bilan au niveau diplomatique avec l'adhésion au Commonwealth et aussi au niveau social. Apprécié pour sa stabilité et sa fiabilité. Dans la lutte pour le climat, le Gabon est considéré comme un pays moteur en première ligne. Pilier de la francophonie, le Gabon est depuis le mois de juin de cette année membre d'une grande famille, le Commonwealth. Et en octobre dernier, le Gabon a une nouvelle fois présidé avec succès le Conseil de sécurité de l'ONU. Je pourrais également évoquer nos succès en matière de réforme de l'éducation, la bataille pour l'emploi que nous menons, l'amélioration de nos infrastructures, de la desserte en eau et en électricité, ou encore le combat pour l'égalité femmes-hommes. Le président Ali Bongo, qui vise ainsi un troisième mandat, est à la tête du Gabon depuis le 16 octobre 2019. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité ce mercredi? 2022 tire à sa fin sans qu'une lueur d'espoir n'apparaisse clairement dans le règlement du conflit en Ukraine. Lors d'une interview accordée aux journalistes de l'agence de presse américaine AP, le chef de la diplomatie ukrainienne a évoqué le souhait de Kiev de voir un sommet pour la paix se tenir d'ici à la fin février, mais sans la participation de la Russie. L'Ukraine souhaite un sommet pour la paix sous l'égide de l'ONU d'ici 2 mois. Lors d'une interview pour l'agence de presse américaine AP, son ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'il n'était pas favorable à la présence de la Russie, sauf si elle acceptait de comparaître pour crimes de guerre. Nous visons la fin du mois de février, lorsque la guerre entrera dans sa 2e année, ou devrait entrer dans sa 2e année. Nous pensons que le siège des Nations Unies pourrait être le meilleur endroit pour accueillir ce sommet, car il ne s'agit pas de faire une faveur à certains pays, il s'agit vraiment d'inclure tout le monde.
Kiev soumet aussi toute négociation avec son belligérant à la récupération totale de son territoire, notamment la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'année prochaine soit une année de victoire ukrainienne. Et cette victoire implique la restauration complète de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous ne négocierons aucun centimètre carré de notre territoire. C'est au-delà des négociations. De son côté, Moscou maintient qu'elle ne suivra pas les conditions fixées par les autres et qu'elle ne lâchera pas les territoires qu'elle occupe. S'adressant à l'agence de presse russe TASS, Sergueï Lavrov a répondu que Kiev connaissait les propositions russes concernant la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et que si elle ne s'y pliait pas, l'armée russe déciderait de la suite à donner. Après plus de 10 mois de guerre, la paix ne paraît pas se rapprocher. Kiev presse les Nations Unies d'écarter Moscou de son Conseil de sécurité. Le président russe a déclaré qu'il n'y aurait aucune limite de dépenses dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs de la Russie en Ukraine, tandis que de récentes manœuvres au Bélarus ont fait craindre une nouvelle offensive par le nord. Le sang a encore coulé au Burkina Faso ce dimanche, plusieurs jours après le drame. Les sources sécuritaires indiquaient le chiffre provisoire de 10 morts qui ont péri dans l'explosion d'un car de transport près de la frontière avec le Niger. Le bilan pourrait encore s'alourdir puisque des passagers sont toujours portés disparus. Une attaque à l'engin explosif sur l'axe Fada-Ngourma-Kachari dans l'est du Burkina Faso a fait au moins 10 morts le dimanche 25 décembre. Un minibus de transport en commun a heurté une mine à hauteur du village de Bougui, selon un communiqué du gouverneur de cette région frontalière du Niger. Les blessés ont été admis à l'hôpital de Fada-Ngourma. Le bilan pourrait toutefois s'alourdir puisque d'autres passagers sont encore portés disparus. Le car avait quitté Matiako Ali pour Fada-Ngourma. Les victimes sont principalement des femmes et des enfants selon des sources locales. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes et promis dans le même temps de mener des actions concrètes afin de sécuriser les régions en proie aux attaques des terroristes. Après leur prestation étincelante au mondial qatari, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi sont dans le viseur de recruteurs. Les deux sociétaires marocains d'Angers en Ligue 1 française seraient actuellement très convoités par des clubs en Europe et dans le Golfe. Voilà précisément ce qu'il en est. Après une Coupe du Monde réussie au Qatar avec les Lions de l'Atlas, place aux questions concernant l'avenir de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi. Les deux stars marocaines sont sous contrat avec Angers, lanterne rouge de Ligue 1. Le club français attend justement le retour de ses champions. Mais les Marocains semblent prolonger leurs vacances, alors qu'ils suscitent déjà l'intérêt de plusieurs clubs. Naples, Leicester, Séville ou encore Marseille veulent signer Azzedine Ounahi. Le montant du transfert du joueur sous contrat jusqu'en 2026 pourrait dépasser les 30 millions d'euros. Saïd Chaban, le président du CESCO Angers, reconnaît avoir reçu des offres de partout et souhaite trouver un deal en janvier tout en conservant le milieu relayeur de 22 ans jusqu'en juin. À 29 ans et sous contrat jusqu'en 2024, Sofiane Boufal pourrait aussi faire ses valises. Selon plusieurs médias, le Marocain, au club depuis 2020, aurait reçu des offres de pays du Golfe. On aborde les gros titres de l'actualité de jeudi dans l'État de New York au nord-est des États-Unis. La tempête hivernale à l'origine de ravages inédits a causé la mort d'au moins 56 personnes. Reportage. Aux États-Unis, les habitants, équipes de secours et de déneigement continuent de réparer les dégâts causés par la tempête glaciale Elliott. Survenu en pleine période de Noël, Elliott a bloqué de nombreux Américains sur les routes enneigées ou chez eux parfois sans électricité. Situé au cœur de la tempête, l'État de New York recense le plus de morts. Dans la ville de Buffalo, près de 100 mètres de neige sont tombés. Il y avait beaucoup de neige, les voitures étaient bloquées, les gens essayaient quand même de circuler. C'était fou. Trop de personnes conduisaient, trop de personnes n'écoutaient pas la radio. Les voitures bloquaient toutes les routes, ce qui empêchait les gens de rentrer chez eux. Je suis à Buffalo depuis le 5 février 1970.
J'ai émigré ici de Roumanie et c'est la pire chose que j'ai vue dans cette ville et l'État de New York depuis 1970. Mardi, le service météorologique américain indiquait que les températures devraient remonter d'ici la fin de semaine. Cela pourrait permettre aux avions immobilisés par les conditions météorologiques extrêmes de repartir. Depuis une semaine, le chaos règne dans les aéroports avec des milliers de passagers et valises en attente. La compagnie nationale Southwest Airlines est la plus affectée avec plus de 10 000 vols annulés depuis mercredi dernier. Les critiques envers l'entreprise pleuvent alors qu'elle continue d'annuler des milliers de vols. La suite du procès de l'attentat de Grand Bassam, la justice ivoirienne a condamné ce mercredi 11 accusés à la perpétuité. Parmi les condamnés, 7 l'ont été par contumace, des précisions dans cet élément. La cour d'assises d'Abidjan a condamné mercredi à la prison à perpétuité 11 accusés pour l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui avait fait 19 morts en mars 2016. 14 accusés sont en fuite ou détenus au Mali. 7 d'entre eux ont été condamnés à perpétuité par contumace alors que 7 autres ont été acquittés. Mais je suis triste pour ces 4 personnes qui, pour moi, auraient dû bénéficier également de la décision d'acquittement. Mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, le tribunal a rendu sa décision. Demain, on avisera, comme j'ai dit, devant le tribunal. Et après avoir rendu compte au bâtonnier de l'ordre des avocats, la décision sera prise. Oh, je sais bien, il faut en finir avec cette affaire. Donc je trouve que c'est bien d'arriver au bout. Et voilà, pour moi personnellement, et en même temps pour les familles, c'est aussi important, même plus important. Le 13 mars 2016, 3 jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam puis pris d'assaut plusieurs restaurants avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Un mandat d'arrêt international a été lancé par la Cour à l'encontre de Kounta Dalla, présenté comme le cerveau opérationnel de l'attaque djihadiste. Plus au sud du continent, au Mozambique, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et la Banque africaine de développement prévoient l'approvisionnement prochain du camp de réfugiés de Nampula au nord du pays en électricité pour se déplacer de la région du Cabo Delgado en proie à une insurrection islamiste. C'est un véritable soulagement. Dans le cadre du projet Énergie pour tous, le Haut Commissariat aux réfugiés s'est associé à la Banque africaine de développement et au gouvernement mozambicain afin de fournir de l'électricité aux réfugiés et aux personnes déplacées vivant dans la province de Nampula au Mozambique. Quand il n'y a pas d'électricité, tout est sombre ici. Les clients n'entrent même pas pour faire leurs achats. Je suis contente d'avoir de l'électricité, car je n'ai plus besoin d'acheter du kérosène. Cela m'aide beaucoup. Mes enfants sont heureux. Les plus jeunes avaient peur la nuit, car il faisait trop sombre. Le projet Énergie pour tous comporte plusieurs volets et s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de fournir d'ici 2030 de l'électricité dans toute la province de Nampula, exposée à des catastrophes naturelles telles que les cyclones, les tempêtes tropicales et les inondations. La province de Nampula est l'une des provinces les plus vulnérables, car elle possède un long littoral qui est cycliquement affecté par les catastrophes naturelles. Le Haut Commissariat aux réfugiés fait de son mieux pour aider les communautés, principalement en intégrant les déplacés internes. La province a défini comme priorité d'aider les personnes déplacées au même titre que les communautés qui les accueillent. Et ce genre d'action a plus d'impact. Au 1er décembre 2022, plus d'1 million de personnes étaient toujours déplacées à l'intérieur du pays en raison des violences perpétrées par des groupes armés dans la province de Cabo Delgado et l'impact dévastateur du changement climatique.
La première édition du Mazur Africa a refermé ses portes ce jeudi après-midi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Dédié au brassage culturel, ce festival a pour objectif de présenter l'influence africaine sur la culture mondiale. De top modèles internationaux, Kate des États-Unis et Marine Sarah de la France, invités à ce festival, ont été reçus en exclusivité sur notre plateau. On les écoute. Alors j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. Très chill, la chaleur humaine, parce que j'ai fait le tour du monde, mais à Paris il fait très froid en ce moment. Tout à fait, oui. Donc c'est des concerts très à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Bien sûr. Disons. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion d'aller aussi à Burning Man, mais ce qui est il faisait très chaud aussi. Mais beaucoup plus large. D'accord. Là, c'était très convivial, Donc c'est l'ambiance ici qui vous a marqué. Tout à fait. Et vous, Kad, alors? Moi, personnellement, c'est d'abord l'organisateur, c'est un très bon ami à moi et que j'ai connu à Paris, Milan, New York, qui promouvoit la mode un peu partout. Donc pour une fois qu'il le faisait en Afrique, j'étais agréablement, j'étais très heureuse que ça se passe à la maison, on va dire. Et donc ça m'a marqué le côté artistique en fait. Les Ivoiriens sont super créatifs, que ce soit la danse, que ce soit un mode de créativité, d'esthétique ou de bijoux. C'est la chose qui m'a marqué le plus. D'ailleurs, en passant, j'ai beaucoup d'oreilles. Ah mais d'accord, je vous les offre. Enfin, la crème de l'information de ce vendredi, la Russie a encore tiré jeudi des dizaines de missiles sur les grands centres urbains de l'Ukraine, faisant 3 morts. Pendant ce temps, à Odessa, dans la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, la statue de l'impératrice russe Catherine II a été démontée de la place centrale de la ville pour être transférée dans un musée. Catherine II, faut-il le rappeler, est à l'origine de la fondation d'Odessa en 1894. C'est officiel en Israël plus de mois après la victoire de son parti. Le Likoud, soutenu par une forte coalition de droite, Benyamin Netanyahou a prêté serment ce jeudi après la formation de son gouvernement très à droite. Ses détracteurs craignent le retour en force de la politique de colonisation. Il est de retour au pouvoir en Israël. Après une courte pause dans l'opposition, Benyamin Netanyahou a été réinvesti Premier ministre ce jeudi. À la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, il dévoile les premiers noms de son cabinet ainsi que ses ambitions. Notre première mission, contrecarrer les efforts de l'Iran pour développer un arsenal de bombes nucléaires qui nous menacerait, nous et le monde entier. Alliés aux ultra-orthodoxes et à l'extrême droite, connus pour leurs propos anti-palestiniens, anti-LGBT et favorables à d'autres colonisations en Cisjordanie, la nouvelle coalition fait débat. Plusieurs partis d'opposition craignent que Benyamin Netanyahou ne multiplie les concessions pour se maintenir au pouvoir et obtenir une immunité judiciaire. Des centaines de personnes ont manifesté devant le Parlement contre ce nouveau gouvernement. Ils dénoncent notamment une recrudescence des discriminations et une possible destruction des institutions par les partis extrémistes. Le lithium dans sa forme brute ne pourra plus sortir du Zimbabwe sauf autorisation spéciale du gouvernement. Les autorités zimbabwéennes imposent désormais une première transformation du minerai dans le pays avant qu'il ne fasse l'objet d'une exportation. Les précisions dans ce reportage. Le Zimbabwe a interdit l'exportation de lithium brut, désirant que le métal subisse au moins une première transformation dans le pays. Désormais, toute exportation de minerais de lithium devra faire l'objet d'une autorisation spéciale. En vertu d'un nouveau règlement statutaire, les exportateurs devant faire état de circonstances exceptionnelles avant de faire sortir le lithium du pays. Quant aux échantillons envoyés hors du territoire pour être analysés, ils devront également être autorisés par le gouvernement. Les mineurs officiels ont applaudi l'interdiction, d'autant plus que cette mesure ferait suite à la prise de conscience des autorités sur le fait que de nombreux mineurs n'ont pas déclaré la découverte de certains minéraux, nuisant à la croissance du secteur minier et à celle de l'économie du pays. Plusieurs mines de lithium sont exploitées depuis longtemps au Zimbabwe, notamment la mine de Bikita, située sur la plus grande réserve connue de lithium au monde.
Le pape François a annoncé ce mercredi au cours d'une audience générale que son prédécesseur Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, est actuellement gravement malade. Il a donc appelé la communauté chrétienne catholique dans le monde à se mobiliser dans la prière pour lui. Benoît XVI avait démissionné de la papauté en 2013 pour des raisons de santé. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga. C'est une véritable tragédie qui s'est abattue ce jeudi sur le monde du football. Edson Arantes do Nascimento, dit le roi Pelé, est mort à l'âge de 82 ans. Cela se pressentait depuis quelques semaines. La légende du football, le brésilien, triple champion du monde, s'était finalement vaincu par le cancer du côlon qui le rongeait. Le roi Pelé est considéré comme le meilleur joueur du monde de tous les temps. Le roi Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans, annoncent ce jeudi les médias brésiliens. Légende du football, Pelé souffrait d'un cancer du côlon contre lequel il se battait depuis 2021. Il avait été hospitalisé le mois dernier pour de multiples affections. Ces derniers jours, toute sa famille s'était réunie à son chevet. Pelé est considéré comme l'une des plus grandes figures de l'histoire du football et du sport en général. Il est le seul à avoir remporté 3 Coupes du Monde. C'est donc ici que s'achève la grande édition de cette semaine. Merci de votre attention et surtout bonne année à tous et à toutes. On se retrouve donc en 2023 pour d'autres actualités en espérant que l'année sera meilleure pour le monde et pour la Côte d'Ivoire ainsi que partout en Afrique. D'ici là, portez-vous bien et encore meilleurs vœux. Au revoir.